Guerre civile chez les Républicains, Liz Cheney veut sauver l'âme de son parti en le détachant de l'emprise de Donald Trump. Un acte courageux qui va lui coûter son poste de numéro 3 à la Chambre. Donald Trump, privé de Facebook, au moins jusqu'à la fin de l'année, il accuse le réseau de lui retirer son droit à la liberté d'expression. Le district de Columbia, siège du gouvernement fédéral, est-il en passe de devenir le 51e État? Il a franchi le premier obstacle en obtenant l'approbation de la Chambre, mais le second, l'accord du Sénat, pourrait être insurmontable. Ils avaient tout pour être heureux, la célébrité, la fortune, la puissance, et pourtant Bill et Melinda Gates ont décidé, après 27 ans de mariage, de mettre fin à leur vie de couple. Ils continueront toutefois leurs activités philanthropiques. Ici Claude Porcella à Washington, bienvenue à cette nouvelle édition de Point USA, une émission qui s'adresse plus particulièrement à un public francophone et francophile qui discute de l'actualité américaine en compagnie de René Lake, analyste politique et directeur de presse, Denis Beaver, avocat et chroniqueur juridique à Bakersfield, en Californie, et Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain. Guerre civile chez les Républicains. Il y a ceux, la vaste majorité, qui restent les vassaux de Donald Trump, et il y a une petite minorité qui souhaite se libérer de l'emprise de l'ancien président. À la tête de ce mini-groupe, Liz Cheney, la fille de l'ancien vice-président de George W. Bush. Elle est l'une des rares femmes à occuper une place importante. Elle est numéro 3 dans le leadership républicain à la Chambre. Or, il est quasi certain qu'elle va perdre cette position. La raison, hérésie. Elle abandonne la ligne du parti qui feint de croire que Trump a été dépouillé de sa victoire l'an dernier. Liz Cheney, elle, refuse ce mensonge et, dans une tribune libre du Washington Post, écrit que le Parti républicain est à un tournant et doit décider s'il veut rester fidèle à la Constitution ou se soumettre au dangereux et antidémocratique culte de la personnalité. Denis Beaver, vous êtes républicain et vous nous disiez lors d'une récente émission que vous verriez bien Liz Cheney comme candidate à la présidence. Alors, comment jugez-vous sa prise de position actuelle? Elle est honnête. Elle est honnête. Et avec ce qui se passe en Amérique maintenant, alors, ça me décore. C'est incroyable ce qui se passe. On est en train de voir une dégringolade de notre démocratie, de notre pays. Un culte de personnalité, un peu comme Mussolini ou Hitler, des gens qui soutenaient ces monstres. C'est ce qu'on est en train de voir dans ce pays. Et oh là là, elle va devenir certaines boucs émissaires pour ces gens. C'est dramatique, dangereux et tellement triste. René Lake, notre ami Denis représente quand même une minorité au sein du Parti républicain. Il est l'un de ceux qui appuient la position de Liz Cheney. Mais certains analystes, peut-être un peu plus réalistes, se demandent si finalement Liz Cheney a pris la bonne décision, parce que c'est une des critiques formulées d'ailleurs par les républicains. Vous savez, finalement, il y a trois groupes. Hein. Je parlais de deux groupes il y a un instant, mais il y a trois groupes. Il y a ceux qui flattent Trump, il y a ceux qui essaient de l'ignorer, et il y a ceux qui l'attaquent de front. Et c'est le cas de Liz Cheney. Oui, écoutez, j'ai bien aimé ce que vient de dire Denis. Il y a un air des années 30 du siècle dernier. Ça a quelque chose d'effrayant.
au sein du parti républicain. Et quand on se dit qu'en même temps, leur leader idéologue du moment a eu 74 millions de voix à la dernière élection, franchement, il y a de quoi faire froid au dos. Et j'avoue que, sincèrement, je suis arrivé personnellement dans cette phase où je commence à sérieusement m'inquiéter pour le pays. Parce qu'encore une fois, ce pays ne peut pas fonctionner avec un parti où la vérité n'a aucune valeur, où la vérité n'est pas une vertu. Et je crois que je ne vois pas comment les fondations de l'Amérique, à tout point de vue, d'un point de vue politique, mais aussi à tous les niveaux institutionnels, reposent sur la double dynamique entre un parti démocrate fort et un parti républicain fort. Mais qui est basé sur la réalité, sur le monde réel, où il y a une prise sur la réalité. Et quand on est dans ce monde alternatif où le mensonge est présenté comme une vertu, j'avoue qu'il y a de quoi vraiment s'inquiéter pour l'avenir du pays. Parce qu'au fond, je me dis, on n'a encore rien vu. Parce que imaginez que dans 1 an et demi, les républicains récupèrent le Sénat, la Chambre basse, ça va être le chaos. Imaginez encore pire qu'ils reviennent aux affaires dans 2 ans 3 ans à la Maison Blanche, qu'ils contrôlent les 3 branches de l'exécutif de ce pays. Ça peut mener le pays à la catastrophe. On l'a évité de justesse et apparemment on n'en est pas encore sorti. J'avoue que là on arrive à une phase où en tout cas Claude, pour ma part, je commence à être sérieusement inquiet. Herman, est-ce que vous partagez l'inquiétude de René et même de Denis? Oui, je partage la peur, mais je crois que Trump a une majorité dans le parti républicain, mais dans le pays, je crois qu'il est minoritaire. C'est une question culturelle. Quand une certaine couche de la population ont vu un noir, Barack Obama, président des États-Unis, ils étaient choqués. Quoi? Un noir? Des gens qui sont pas aussi intelligents que nous? Donc, ce sont ces gens-là qui sont avec Trump, mais ils sont minoritaires. Et je crois que même si Trump essaie de se représenter encore une fois pour la prochaine élection présidentielle, il va perdre, j'en suis sûr. René, l'une des critiques formulées par les républicains, notamment par le président, le numéro 1 du parti au sein de la Chambre, Kevin McCarthy, c'est de dire Liz Cheney, en mettant l'accent sur Trump, risque de nous faire perdre les élections l'année prochaine, parce que l'objectif principal, et ça a été bien exprimé par le sénateur Mitch McConnell, le chef de la minorité au Sénat, c'est de s'opposer au programme très ambitieux de Biden. Oui, il dit clairement, Mitch McConnell, que 100% de son focus, c'est d'arrêter. C'est le mot qu'il utilise, de stopper Biden. Ça nous fait repenser un peu à Mitch McConnell quand Obama avait été élu. Exactement. Et qu'il disait qu'il ferait tout pour le maintenir sur un seul mandat. Écoutez, moi, je suis de l'avis d'Herman, qu'effectivement, les gens qui soutiennent Trump, les gens qui sont obsédés, parce qu'en fait, c'est un peu ça, il y a une obsession de l'idée du remplacement. En fait, c'est la peur de l'idée de remplacement. Je parle ici de la fameuse théorie de remplacement que l'on connaît tous et qui a été à la base, entre autres, des difficultés que le monde a connues au début du siècle dernier. Donc, cette idée-là d'une peur du remplacement, c'est vrai que c'est une minorité, mais le problème, c'est que cette peur et cette idéologie est littéralement prise en charge par un parti politique.
Et c'est pas n'importe quel parti. Le Parti républicain est extrêmement puissant dans ce pays-là. Il contrôle des leviers institutionnels à toutes les étapes et dans tous les espaces du pays. Donc, ça lui donne une force qui est une force extraordinaire, même si d'un point de vue électoral, il est minoritaire. Les républicains représentent, écoutez-moi bien, les amis, les républicains représentent 25% au Sénat. Ils ont 50% des postes, ils représentent 25% de l'électorat. Mais comment voulez-vous qu'un pays fonctionne, qu'un pays se puisse dire que c'est un pays démocratique, quand les institutions les plus fortes et les plus puissantes du pays ne sont pas représentatives de la population? On est dans une impasse qui n'est pas possible, et cette peur du remplacement qui se renforce tous les jours. Les gens se disent, écoutez, démocratie ou pas, l'essentiel, il faut freiner à tout prix. L'histoire d'avoir un président qui fait 2 mandats, qui soit un noir, l'histoire d'avoir aujourd'hui une vice-présidente qui est noire, le gay marriage, le mariage des homosexuels, bref quoi. La transformation de l'Amérique est beaucoup trop rapide pour nous. Il faut arrêter tout ça. Revenons à notre vieille Amérique bien blanche, telle qu'on l'a connue il y a un siècle. Et le pays est bloqué. Excusez-moi d'être aussi peu optimiste, Claude, mais j'avoue que je suis franchement inquiet. Oui, et vous n'êtes pas le seul. Joe Biden l'est aussi, parce qu'il a dit je ne comprends pas les républicains, et il a souligné, Herman, un point important. Il a dit nous avons besoin d'un deuxième parti aux États-Unis. Ouais. Herman. Je ne sais pas tout à fait ce qu'il veut dire par ça, mais comme j'ai dit tout à l'heure, la partie républicaine, vraiment avec ce problème culturel, c'est-à-dire ils ont peur de remplacement, comme notre collègue René Lake dit. Ils ont peur que les gens de couleur vont remplacer les Blancs qui étaient toujours au pouvoir. C'est ça. Il faut dire ça franchement. Et ce sera difficile. À mon avis, peut-être, c'est le moment de commencer un troisième parti. Dans l'histoire des États-Unis, ce ne sera pas la première fois, n'est-ce pas? Il y avait des troisièmes partis qui sont arrivés, il y a certains partis qui ont disparu. Peut-être c'est le moment de penser à un troisième parti pour remplacer les républicains. Oui, malheureusement, traditionnellement, les candidats des troisièmes partis n'ont jamais remporté la présidentielle. En tout cas, René, avant de passer à notre sujet suivant, est-ce que vous pensez que cette discorde va servir les démocrates en 2022? Je ne sais pas, parce que vous savez, l'une des raisons pour lesquelles les républicains s'accrochent à cette stratégie minoritaire, c'est qu'ils ils se disent, mais écoutez, c'est ce que Trump a fait, ça a marché, il est arrivé à se faire élire. Et au fond, ce n'est que de très peu qu'ils ont perdu le Sénat. Ils se disent, mais écoutez, on peut rester dans cette voie-là, rester un parti minoritaire, construire un parti autour du grand mensonge de Donald Trump, d'une victoire de Donald Trump qui n'existe que dans sa tête, et se dire, bon, écoutez, ça peut marcher, on peut encore gagner. J'avoue que, j'ai du mal à voir comment ça peut se faire, mais on ne sait jamais. Hein. Vous savez, cette fameuse peur, les peurs, elles sont souvent irrationnelles. Hein. Donc, s'il y a 25% de la population qui a peur du remplacement, tout d'un coup, les 25 peuvent se transformer en 30, en 35. À partir de 35%, vous avez des chances. Merci René. Dans un instant, Donald Trump privé de Facebook, au moins pour les 6 prochains mois. Restez avec nous. Si Donald Trump peut se réjouir de la rétrogradation de sa plus importante critique, Liz Cheney, il est en revanche fort mécontent de la décision du conseil de surveillance de Facebook de maintenir jusqu'à nouvel ordre son bannissement de la plateforme de Mark Zuckerberg. René Lake, tout d'abord, qui est ce conseil de surveillance et quel est son rôle ? Écoutez, c'est un conseil international qui regroupe des gens assez libéraux
qui sont même assez particulièrement libéraux, plus libéraux en tout cas que la moyenne des populations dans quels que soient les pays, je crois, dans lesquels on se trouve. Et c'est pour ça que, bon, beaucoup ont été surpris de leur décision. De nombreuses personnes pensaient que, bon, ils allaient tous dire, OK, on peut réouvrir son compte et qu'il allait récupérer son compte. C'est pour ça que Donald Trump lui-même était particulièrement déçu. Donc, quelque part, c'est une bonne chose pour les militants ou les activistes de la vérité, ou en tout cas d'une sorte de gestion pacifique des affaires du pays, parce que Trump, avec son compte Facebook, c'était l'opposé de tout cela. Oui, ce comité, ce conseil de surveillance comprend à peu près une vingtaine d'experts internationaux, des médias et de la désinformation. Alors, ils ont dit, bon, il faut maintenir le bannissement de Trump, mais finalement, ils renvoient la balle un petit peu à Facebook. Facebook qui est lui-même critiqué d'ailleurs par ce même conseil de surveillance, notamment pour son manque de transparence. Oui, tout à fait. Et en plus de ça, Claude, vous savez, ils leur disent, écoutez, les règles que vous appliquez aux autres, quelque part, c'est à vous de décider de les appliquer à Donald Trump. À la limite, le conseil semble dire au patron avec un S de Facebook, ne nous renvoyez pas la balle à nous pour pouvoir vous sortir de votre responsabilité, de la responsabilité qui est la vôtre. Et quelque part, il y a un problème parce que je peux vous garantir, et il y a des tas de cas, je n'ai pas la liste devant moi, mais il y a des tas de personnes qui ont fait bien moins que Donald Trump et qui sont bannies à vie. Donc, je ne sais pas, il y a une sorte un peu d'hypocrisie, je ne sais pas si c'est une hypocrisie de business de la part de Facebook ou si c'est vraiment une sorte d'attachement idéologique radical à cette idée que, bon, au fond, les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent et ce qu'ils pensent. Mais apparemment, ce n'est pas vraiment le cas puisque, comme je le rappelle, des tas de gens sont bannis de la plateforme. Mm-hmm. Denis, est-ce que vous pensez que Facebook a effectivement censuré d'une certaine façon les opinions des conservateurs pendant la campagne électorale? C'est difficile vraiment de comprendre. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Ils ont bien raison de fermer la porte sur Trump. Mais c'est une question vraiment, c'est une question de nos droits. Ils sont tellement puissants, ils sont capables de contrôler, de d'étrangler la vérité s'ils veulent, le débat s'ils veulent. Mais heureusement, Trump. Et pour ça, je suis tout à fait d'accord. Oui, vous êtes d'accord, mais il y a tout de même des opinions conservatrices qui sont moins vociférantes, dirais-je, que celles de Trump. Elles ont le droit de s'exprimer. Trump lui-même dit d'ailleurs, on essaie de retirer au président des États-Unis le droit de s'exprimer. Donc c'est un problème, comme vous dites, extrêmement délicat et qui ne sera probablement pas réglé rapidement. On voit qu'il y a de la part du gouvernement, du Congrès, surtout du Congrès, un désir de réduire la puissance des groupes tels que Twitter, Facebook et autres. C'est un gros débat. Je ne voudrais pas le prolonger trop longtemps car nous avons encore pas mal de choses à discuter au cours de cette émission. Donc, c'est une affaire à suivre. Dans un instant, le district de Columbia arrivera-t-il à réaliser son vieux rêve de devenir le 51e État de l'Union? Les plaques des voitures aux États-Unis se distinguent par les formules qui se trouvent en dessous du numéro d'immatriculation
et caractérise l'État où réside le propriétaire du véhicule. Si vous habitez le district de Columbia, le siège du gouvernement, plus connu sous le nom de la ville de Washington, votre plaque portera la formule « taxation sans représentation ». C'est une vieille plainte des Washingtoniens. Nous payons des impôts, mais nous ne sommes pas représentés au Congrès. Et effectivement, s'ils ont une déléguée à la Chambre qui ne peut même pas voter en séance plénière, ils sont totalement privés de sénateurs. Herman Cohen, pourquoi les pères fondateurs ont-ils décidé de faire une telle distinction entre le district de Columbia et les autres États? Les pères fondateurs croyaient que le district de Columbia serait très petit. Ce sera seulement les ministères. Et les gens qui travaillent dans les ministères n'habitent pas là. Seulement, il y aura des polices, des gens, les éboueurs, etc. Donc, ce ne sera pas aussi important pour avoir représentation dans le Congrès. Mais pendant des années, ça a grandi, surtout dans les années 1930. Le gouvernement a fait une grande expansion et des centaines de milliers de fonctionnaires sont venus et ils ont construit des immeubles, des appartements. Et maintenant, moi, je suis résident, il y a 750 000 habitants dans le district et nous n'avons pas un sénateur, nous n'avons pas un délégué à la Chambre qui a le droit de voter. Donc, nous sommes très malheureux et nous avons plus de population que 3 autres États qui ont 2 sénateurs chacun. Il y a le Wyoming, il y a le North Dakota, il y a le Vermont. Et eux, ils ont 2 sénateurs. Donc, c'est ridicule. Alors, René, vous aussi, vous habitez à Washington. Est-ce que vous souffrez de ce manque de représentation? Oui, bien sûr, j'en souffre. Les intérêts de Washington DC sont peu pris en considération. Et du coup, également, le fait de ne pas être un État, ça crée énormément de problèmes dans la gestion des affaires de la cité. Je me souviens quand j'arrivais aux États-Unis il y a un peu plus d'un quart de siècle, les routes étaient dans des états pas possibles, etc. Au-delà du fait qu'il y avait des problèmes avec la municipalité de Washington, c'est qu'un certain nombre de décisions qui relèvent parfois de la municipalité ou de l'État dans d'autres espaces, ici relève du Congrès. Donc vous imaginez la machine fédérale devant s'amuser à gérer ou en tout cas à intervenir ou au moins à donner son accord pour certaines décisions de gestion municipale. Vous imaginez la bureaucratie qui empêche la lenteur dans laquelle ça place les décisions. Donc c'est sûr qu'au quotidien, les Washingtoniens ressentent l'absence d'un statut d'État qui permet une meilleure gestion de l'espace. Ça, c'est certain, à mon avis. Dennis Beaver, vous regardez cela de très loin puisque vous habitez en Californie. Est-ce que vous pensez que ce soit une bonne chose que le district de Columbia soit une sorte de territoire neutre? Il y a des raisons historiques qui disent non, il faut que Washington DC reste exactement comme elle est maintenant. Et je pense que cette fois-ci, c'est l'histoire qui a bien raison. Donc, vous pensez que les Washingtoniens n'ont pas droit à être représentés? Taxation sans représentation. Oui, exactement. Je suis le roi. Merci pour la franchise. C'est intéressant comment le district a vu la naissance parce que le district, évidemment, n'existait pas. Donc, on a pris une partie du territoire de Virginie et une partie du territoire du Maryland. On a restitué à la Virginie la partie qu'elle avait donnée au district. Donc, reste la partie du Maryland. Et un élu a fait cette suggestion. On pourrait demander aux électeurs de Washington de voter au Maryland. Et je ne sais pas si ça donnera des résultats, mais enfin,
Je ne sais pas ce que vous en pensez, René. Oui, écoutez, bon, c'est une... Venez voter chez nous. Ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas, c'est sûr que ça donnerait un État. Et en plus de ça, l'État du Maryland, pour les quelques mois ou années que j'ai passé de l'autre côté à Bethesda dans le Maryland, la gestion en tout cas de Montgomery County, dont dépend Bethesda, était autrement plus professionnelle et compétente que la gestion de DC, pour les raisons qu'on a indiquées tout à l'heure. Mais vous savez, Claude, cette question est une question d'abord politique, parce que bon, Washington est une ville démocrate, comme tout le monde le sait. Deux sénateurs à Washington, c'est 2 sénateurs démocrates assurés, et bon, et ça change la balance du pouvoir au Sénat. Donc c'est pour ça qu'il y a très très peu de chances que malheureusement cette décision soit entérinée. Oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Les chances de voir un 51e État qui s'appellerait le district de Columbia sont malgré tout assez minces. En attendant, l'association des gouverneurs démocrates a invité comme membre la maire de Washington, Muriel Bowser, la nouvelle présidente de l'association, la gouverneure du Nouveau-Mexique, Michelle Loran Grisham, a expliqué que Muriel Bowser, c'est vrai, n'était pas gouverneur, mais qu'elle en remplissait tout de même toutes les tâches. Donc, une reconnaissance de facto, mais sera-t-elle jamais suivie d'une reconnaissance déjurée? Dans un instant, le divorce qui a secoué Silicon Valley. Le 3 mai, Bill et Melinda Gates ont annoncé qu'après 27 ans de mariage, le couple divorçait, même si la nouvelle a surpris et la séparation se préparait depuis déjà quelque temps. Cela ne devrait pas affecter leur fondation puisqu'ils ont dit qu'ils continueraient ensemble leur œuvre philanthropique. Bill a 65 ans, Melinda 56. Ils s'étaient rencontrés en 1987. Mariés en 1994, Melinda raconte que après avoir vécu ensemble pendant un certain nombre d'années, ils en étaient arrivés au point où il fallait décider où rompre ou se marier. Et Bill avait écrit sur un tableau le pour et le contre. Finalement, c'est le pour qui l'a remporté. Mais malheureusement, donc, divorce. Ils ont 3 enfants. Ils ont surtout une fortune de plus de 100 milliards d'euros. Alors, je ne sais pas comment vous avez réagi, René, Herman, Denis. Surprise quand même. Hein. Claude, je peux te dire que pendant plus de 30 ans, je vis des cas de divorce. Je vivais ça s'appelle Department 13. Hein, c'est un numéro qui n'est pas chanceux ici en Amérique. Où là, les cas de divorce. C'est tellement triste. Quand je vois quelque chose comme ça, un mariage de plus de 25 ans, moi, ça fait 44 ans que je suis marié. Et je veux encore 44 ans avec ma femme. Donc, c'est tellement triste avec Gates, tout ce que je peux dire. Évidemment, comment vont-ils gérer ces 100 milliards d'euros? Ils n'avaient pas d'accord prénuptial, ils avaient ce qu'on appelle un accord de séparation, à l'inverse de Bezos. Évidemment, tout le monde a fait le rapprochement avec Jeff Bezos, l'autre milliardaire, multimilliardaire, et où la femme... l'ex-femme de Bezos a hérité d'une fortune colossale. Elle est devenue en fait la femme la plus riche du monde et elle est sur le point de se remarier. Mais enfin, est-ce que pensez-vous, René, que cela aura un effet sur la Fondation qui effectue des missions absolument extraordinaires dans le domaine de la santé, de l'éducation? Oui, moi, c'est la première question. Bon, les questions individuelles, de couple et tout, bon, personnellement, je ne m'y intéresse pas particulièrement. Il est déjà tellement difficile de régler ses propres problèmes à soi, donc je ne vais pas trop m'intéresser aux problèmes des autres à ce niveau-là. Et au fond, ce n'est pas essentiel. Ce qui est essentiel pour moi, c'est vraiment
l'impact que ça a sur le développement international, sur la recherche ici aux États-Unis, mais également à travers le monde, en Afrique également en particulier, parce que la fondation Gates, qui est aujourd'hui la plus grande fondation du monde, fait énormément de choses et de manière très visionnaire. J'ai envie de dire. Donc, je me dis, j'espère simplement que cette séparation ne va pas avoir un impact négatif sur la fondation. Apparemment, ils en donnent les assurances dans le communiqué conjoint qu'ils ont sorti. C'est même pas un communiqué conjoint, c'est un communiqué identique, sorti par les deux parties. C'était intéressant comme formule, j'ai trouvé. Donc, c'est rassurant. Mais bon, on est tous... des vieux de la vieille, on sait que un accord aujourd'hui, il peut avoir un contenu et une mise en œuvre différente dans 10 ans. Donc, espérons que ça ne changera pas trop et que si la situation se détériore entre eux, que ça n'aura pas un effet négatif sur la fondation. Mais je pense que tel que je le vois et les quelques informations que j'ai, il y a quand même des garde-fous extrêmement importants qui ont été mis au niveau de la fondation. Eux-mêmes, ils ont un intérêt direct parce que, à ce que je sache, ils n'ont même pas la possibilité, tout est irréversible au niveau de la fondation. Il n'est pas possible de pouvoir toucher à ce qu'on appelle l'endowment de la fondation. En plus de ça, avec Warren Buffett qui fait gérer ses sous par la fondation et par Bill Gates, j'ai du mal à voir, ce serait totalement irresponsable de la part de l'un ou l'autre de gâcher tout cela. Donc, je crois, le peu que j'en sais à titre individuel, je crois savoir qu'on peut être rassuré. En tout cas, je l'espère. Herman, Bill Gates, c'est une grande figure internationale tout de même. Oui, mais je crois que le divorce ne va rien changer. Cet aspect, il va continuer à être une personnalité très importante dans la scène internationale. Je suppose que dans quelques semaines, on va voir Petite Maîtresse va sortir. Il y a de fortes chances, ouais. Ça, le mot de la fin, c'est... Il va changer le point de vue travail de la Fondation. Ça sera le mot de la fin. C'est tout le temps, malheureusement, dont nous disposons aujourd'hui. Merci Herman, merci René et Denis, sans oublier notre producteur-réalisateur Serge Ndjemba. Et merci à vous qui nous avez suivis. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, questions, suggestions et adressez-les à frenchbuzztv.com. Ici Claude Porcella à Washington. À bientôt.